On ne change pas, une équipe qui gagne une formule qui gagne d'ailleurs le bonus. Vous connaissez le principe, 15 minutes maximum de contenu supplémentaire à l'épisode 383. Et donc, on retrouve nos petits camarades de l'équipe 383, à savoir David et Xavier. Bonjour à tous les deux. On va aborder ensemble quelques news que vous aviez épinglées et dont vous vouliez absolument nous parler. On va commencer avec David pour parler impression 3D, avec Simplify 3D en version 5 qui est sortie. Mais qu'est-ce donc Simplify 3D ? Simplify 3D, c'est un slicer pour imprimante, pour l'impression 3D. Donc, quand on a un modèle 3D, il faut un programme qui convertisse ce modèle 3D dans des instructions pour l'imprimante. Donc, il va couper ça en couches et il va donner les instructions segment par segment. Et Simplify 3D est un programme qui est commercial, dont la licence n'est pas bon marché, malheureusement. Mais qui a 6-7 ans était en avance sur les logiciels ouverts tels que Cura, entre autres avec un slicing qui était nettement plus rapide et un programme qui était et qui est toujours très utilisé professionnellement. Et ça fait en fait quelques années qu'il y a des rumeurs qu'ils vont sortir une nouvelle version et ça n'a pas bougé depuis, je pense, 3 ans, quelque chose comme ça, peut-être même 4 ans. Et là, tout d'un coup, ils ont sorti Simplify 3D version 5, mais peut-être un petit peu tard. Alors, qu'est-ce que apporte Simplify 3D par rapport version 5 par rapport à la version 4 précédente? Ils ont rajouté les infills en 3D, donc le remplissage à l'intérieur d'une pièce plane pour augmenter la force, enfin la résistance de la pièce. On a soit un quadrillage où il y avait différents des hexagones pour un remplissage. La compétition avait déjà sorti des infills 3D, donc un remplissage qui n'est pas tout simplement un truc uniforme en vertical, mais qui a des motifs qui bougent à chaque couche. Ils ont rajouté ça. Mieux vaut tard que jamais. Ils ont rajouté également une estimation de temps d'impression qui est nettement plus correcte. Un problème des slicers, c'est qu'ils disent, temps estimé d'impression 2h30, et quand on le fait imprimer, ça prend 4h30 ou 5h, parce qu'en fait, ils ne tiennent pas compte qu'en fait, si la vitesse d'impression est par exemple de 100 mm à la seconde, en réalité, ce n'est pas 100 mm à la seconde sur tout le segment, parce qu'il y a une phase d'accélération, il y a une phase constante, il y a une phase de décélération. Si c'est des petits segments, on n'arrive jamais à la vitesse prévue. Et ici, ils ont apparemment amélioré les algorithmes. Ce n'est pas entièrement encore au point, parce que je l'ai, donc j'ai pu tester. Mais en fait, il faut rentrer les paramètres de l'imprimante, ce que j'avais pas fait pour mon test, j'ai oublié, parce que ça dépend évidemment de la configuration, des accélérations et tout ça. Mais c'est nettement plus réaliste. Ils ont rajouté par contre quelque chose qui est vraiment sympathique, c'est des tailles de couches variables automatiquement. Donc quand on a un modèle 3D, un truc décoratif par exemple, on n'a pas besoin d'avoir des couches aussi fines à tous les endroits. Et à certains endroits, il y a des petits détails, et là, il est important d'avoir des couches plus fines. Et ici, il a un mode pour faire ça de manière dynamique et automatique, et ça donne des résultats assez sympathiques. Une autre fonction sympathique, c'est qu'ils ont amélioré leur algorithme, et quand on imprime en 3D, pour ceux qui en ont déjà fait, on a au changement de couche, l'endroit où la tête d'impression s'est levée pour aller démarrer la couche suivante, on a parfois ce qu'on appelle un petit blob en anglais, une petite boule de plastique qui dépasse. Ils ont très fortement amélioré ça, donc ça c'est très sympathique. Et pour finir, le dernier point que j'ai noté,
c'est que ça permet de faire automatiquement des infills plus denses. Donc par exemple, on n'a pas envie d'utiliser trop de plastique et donc on choisit par exemple 10% d'infill, mais malheureusement on a un plat au-dessus et puis on a de nouveau une structure verticale. Et si l'infill n'est pas assez dense, les couches sont complètement cassées. Et ici, automatiquement, il fait un infill plus dense quelques couches avant. Et voilà, ça c'est les nouveautés. Maintenant, la licence coûte $200, c'est pas bon marché. Oui. Pour ceux qui avaient la version 4, on peut avoir une mise à jour pour $59 au lieu de 69, je pense. Maintenant, bon, ce n'est pas bon marché pour un particulier, pour une entreprise, oui, évidemment. Ce n'est pas grand-chose. Donc voilà. Je vais devoir te couper, David. T'as pris la moitié presque du bonus avec un seul sujet. Désolé. Du coup, j'ose pas relancer. Moi, je l'ai pas interrompu parce que ça m'intéressait. Hein. J'aime bien l'impression de 3D. Je sais bien, mais du coup, je ne peux pas te relancer là sur ce sujet, Xavier. Je suis sûr que t'en penses pas moins. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, peut-être dans un test plus approfondi ou je sais pas si Xavier a investi les €200 pour se le payer, j'en sais rien, mais voilà. Xavier, je vais te repasser la parole. Il te reste peu de temps pour parler d'NVIDIA. On avait un petit peu évoqué, on avait plus qu'un petit peu évoqué NVIDIA dans l'épisode 383. On avait dit qu'on parlerait d'une autre fonctionnalité dont tu nous exposes le truc, le machin. Je vais y arriver. Mais je vais faire très vite parce que j'ai un collègue qui t'attend. Salut Vincent, qui regardait, qui voulait voir comment suivre les yeux sur base d'une webcam. Eh bien, Nvidia a annoncé une avancée majeure en intelligence artificielle qui permet à une personne de paraître comme si elle était toujours en train de regarder la caméra. Donc en gros, même si vous regardez ailleurs, vous regardez vos notes, vous êtes distrait pendant le podcast. Donc nous, on est chroniqueurs, on regarde parfois les sujets qui suivent. Eh bien voilà, avec une intelligence comme celle-là, vous pourriez ne pas vous en apercevoir puisque vos yeux regarderaient quasiment en permanence la caméra. Donc ça s'appelle Eye Contact, c'est développé par Nvidia et ça utilise l'intelligence artificielle pour bluffer les gens sur le fait qu'on soit focus ou pas sur la caméra. Ça va tuer ce qu'on appelle le prompteur, hein. Vous savez, c'est cet appareil qu'on met devant l'objectif pour pouvoir lire du texte. Là, on pourra lire le texte sur le côté. Alors, on verra jusqu'où ça pourra suivre le regard, hein, parce que j'imagine qu'à un moment donné, ça va... Là, toutes les démonstrations qu'on nous montre, c'est vraiment millimétrique, hein. On regardait pas tout à fait dans l'objectif. Donc voilà, à tester éventuellement, si vous en avez l'occasion. En tout cas, regardez droit dans les yeux. Ça, c'est le cas de le dire. David, j'ai peur, du coup. On va parler d'Intel, la nouvelle plateforme Workstation dévoilée. Attention, tu n'as que 3 minutes. 4, allez. Je vais faire rapide. Oui, donc voilà, Intel, les informations ont fuité de la nouvelle plateforme HEDT, donc c'est le High-End Desktop et Workstation. Donc ce sont des cartes mères et processeurs, on va dire professionnels, mais pas pour des serveurs, mais pour une workstation à la maison. Et Intel avait un petit peu perdu la main parce que ils n'ont pas sorti de nouvelles plateformes depuis 2017, qui était la plateforme LGA 2066. Et AMD avait un petit peu repris la main. Et là, via le leak des spécifications d'une carte Supermicro, on a des informations du chipset W790 et de la carte mère qui va supporter de la DDR5 sur 8 canaux avec 16 barrettes jusqu'à 4 Tera de RAM. J'avais lu 8 sur un autre article, ça sera à vérifier. 112 lignes PCI Express 5.0, ça c'est très important parce que le problème des cartes mères grand public, c'est que le nombre de lignes PCI Express, si on a une carte graphique qui utilise 16 lignes PCI Express, les autres ports, ils ne savent pas avoir toute cette bande passante. Ici, on a 112 lignes avec 6 ports PCI Express 5 x 16, 4 NVMe, un EPMI, ça veut dire ça permet d'avoir un accès à la carte mère, même si la carte mère n'est pas démarrée, et d'avoir des outils de monitoring. Ça va utiliser les nouveaux processeurs Saphir Rapide qui seront en jusqu'à 56 cœurs et 112 threads. Maintenant, ce sont des cartes mères qui apparemment vont coûter 2 reins, pas un seul.
Le processeur probablement aussi. Ce sont des cartes mères ultra haut de gamme pour les gens soit très fortunés ou alors pour les professionnels. Pour un professionnel, c'est justifiable. Pour un particulier, voilà. Oui, non, c'est pour faire de la création ou de l'analyse ou des choses comme ça qui demandent beaucoup de ressources, beaucoup de calculs. Ça se justifie. Quand on voit le prix des workstations Apple, c'est. Oui, c'est ça. On sait plus ou moins de l'ordre de prix. C'est le genre on est dans le prix d'une demi-voiture, quoi. C'est le genre de station de travail avec dessus installé, par exemple, un Avid ou un Adobe Premiere. On va traiter de la Weka avec plusieurs couches, avec plein d'effets, etc. Enfin voilà, c'est vraiment pour des grosses structures, on va dire. Et donc voilà, c'est bien de savoir que ça existe aussi. Je sais pas, Xavier a peut-être un petit avis à donner sur ça. Est-ce que ce sera de la RAM non binaire ou du RAM non binaire? On vous renvoie à l'épisode. Mais apparemment, ça sera possible, oui. Oui, bah oui, du coup, on vous renvoie à l'épisode parce qu'on a parlé de RAM non binaire. Voilà. Qui peuvent avoir de la barbe, mais qui n'en ont pas pour le coup. Xavier, on va terminer ce bonus et tu vas pouvoir y aller tout à ton aise. Il y a 4 minutes, t'as un boulevard devant toi pour parler encore du CES. On en a un petit peu parlé dans l'épisode, mais un tout petit peu. Tu peux nous parler d'Asus qui dévoile un ordinateur portable avec écran 3D, et ça c'est un petit peu particulier quand même. Donc c'est une innovation, en tout cas ça l'est dans une certaine mesure, parce que ce n'est pas le premier écran 3D qui est disponible, mais ici Asus a annoncé Spatial Vision. Donc c'est une technologie OLED en 3D, mais qui a la particularité d'être sans lunettes. Donc un écran qui va vous permettre de voir du contenu, que ce soit du contenu professionnel pour des créateurs d'images ou bien des jeux vidéo, donc sans lunettes, grâce à une combinaison de lenticulaires et de technologies avancées qui vont analyser les yeux de la personne qui regarde. Ce sont des écrans qui vont être disponibles en 3D, en 3.2K, en OLED, je l'ai dit, jusqu'à 120 Hz, donc déjà des bons écrans. Ils seront capables de suivre la position de la tête et des yeux de l'utilisateur pour ajuster les images. Et contrairement à une dalle cachée Acer, en fait, cette technologie va pouvoir fonctionner même lorsque 2 personnes regardent l'écran en même temps. Alors, Asus annonce quand même que certaines personnes pourraient encore ressentir des vertiges ou de la diaphonie comme pour d'autres raisons. Mais c'est un peu le même problème sans doute que ce qui se pose au cinéma avec les lunettes 3D. Et ce sera disponible dans la gamme VivoBook Pro 16X 3D OLED, mais on sait déjà que ce sera le cas également pour la gamme Asus ROG qui est plus destinée aux gamers et dans des gammes de prix qui sont déjà abordables. Donc ce ne sera pas réservé à l'élite. D'accord. Moi, je trouve ça intéressant. Alors, c'est toujours la même chose. C'est présenté au CES, c'est une innovation. On se rappelle qu'il y a eu une année où il y avait pléthore d'écrans 3D avec lunettes pour le coup, mais ça allait révolutionner la télévision et on a vu que c'est retombé comme un soufflet très rapidement parce que finalement, il y a des gens qui ont acheté des télé 3D et ils n'ont pas regardé beaucoup de 3D avec et c'était terminé. Ici, est-ce que c'est une évolution, une révolution? Alors, tu me dis que 2 personnes, ça peut fonctionner avec 2 personnes. Moi, je pense quand même que sur un ordinateur portable tel que celui-là, c'est plutôt un petit plaisir solitaire en 3D qu'un plaisir partagé. Je veux dire, ça va plaire à Seb. Ça pourrait plaire à certains utilisateurs. Alors toi, tu dis Seb, moi je dis certains utilisateurs. Je ne sais pas. Voilà. Non, mais je ne vais pas montrer du doigt comme ça. Mais voilà, c'est intéressant. Je serais intéressé de voir comment ça fonctionne et voir si ça fonctionne bien, etc. Je trouve ça. Voilà. Mais on est très intéressé. Au-delà de ça, il faut qu'on montre vraiment l'intérêt de la chose, quoi. Mais autant le savoir. Oui. Rapidement, très rapidement. L'aspect technique, oui, mais j'ai eu un écran 3D dans le passé, donc lunettes polarisées. J'ai
regardé 2 films 3D avec en partie, et je n'ai plus jamais utilisé la 3D après. Voilà. On est bien d'accord, c'est ce que je disais, donc voilà, autant le savoir aussi. Et j'ai vu par exemple des télévisions, la plus grande télévision OLED portative, c'est-à-dire avec batterie et sans fil. Je ne sais pas à quoi ça sert, très honnêtement. Un petit écran portatif sans fil sur batterie, je peux comprendre, c'est petit, c'est facile, ça se met dans la poche. Mais une télévision 37 pouces, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille se promener avec? Donc c'est dans une poussette automatisée, par exemple. Donc voilà, il y a innovation et innovation. Voilà ce que je voulais dire. Vous jugerez par vous-même. N'hésitez pas à partager ce bonus comme vous l'avez peut-être déjà fait avec l'épisode. Je remercie Xavier ainsi que David. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode avec 2 nouveaux loustiques. À très bientôt. Salut.